Bonjour à tous. Nous allons commencer notre webinaire sur les directeurs de la communication et LinkedIn. Tout d'abord, merci de votre présence. Je me présente, je suis Étienne Bigot, le directeur commercial de Saper Védéré, et je suis accompagné de Nicolas Vanderbist, directeur des opérations et fondateur de notre cabinet. Tout d'abord, rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Saper Védéré, on est un cabinet de conseil et d'études basé à Paris et à Bruxelles, dédié à la communication et aux affaires publiques. Notre métier est de faire comprendre à nos clients leur audience, leur écosystème qu'ils visent, mais également de construire avec eux une stratégie dédiée à la communication et aux affaires publiques grâce aux études préalablement réalisées. Avant de passer la main à Nicolas qui va vous présenter cette étude sur LinkedIn et les directeurs de la communication réalisée par nos équipes, juste un petit rappel, vous pourrez bien entendu poser des questions à la fin de la présentation grâce aux questions-réponses que vous avez dans le chat sur Zoom, mais également avec le parti conversé où nous pourrons vous donner la parole. Nicolas, bonne présentation et bonne présentation à tous. Merci Étienne. Et le temps que d'autres personnes nous rejoignent, juste expliquer la philosophie finalement de notre agence au-delà de la description. La philosophie de Saper Védéré, c'est finalement de rassembler un maximum de données, des données qui peuvent être sur les réseaux sociaux. Là aujourd'hui, on a LinkedIn, mais on fait aussi d'autres méthodologies sur Twitter, sur Instagram et sur les sites web, mais aussi des données un peu plus hors ligne, telles que les questions posées au gouvernement, des amendements, des dossiers de loi et plein d'autres choses. Une fois que nous avons ces données à notre disposition, on va utiliser des logiciels qui peuvent être soit propriétaires, c'est le cas de Follow, qui est notre logiciel de monitoring en affaires publiques, mais aussi d'un outil interne qui nous permet de faire nos analyses, qui s'appelle Advisum, ou d'autres outils tiers qui rassemblent des données des réseaux sociaux, principalement VisiBrain, Brandwatch ou Talkwalker chez nous. Une fois qu'on a ces données-là, on va produire des études ou du conseil pour aider à la mise en place, que nous réalisons soit nous-mêmes, mais aussi en grande partie avec des partenaires aussi qui nous accompagnent tout au long de ces campagnes, cette analyse et autre chose, donc pour l'humain, pour du marketing, des relations publiques ou des affaires publiques. Et enfin, et là on récupère le bébé pleinement chez nous, on cherche toujours aussi à visualiser les choses de la manière la plus adéquate possible pour que finalement, au-delà de la donnée, elle soit malléable, qu'elle puisse être digestible et adéquate pour le conseil de nos clients ou de nos partenaires. Voilà pour simplement ce qu'on fait chez nous. Ici, vous êtes tous présents pour une étude bien précise au regard des directeurs de la communication sur LinkedIn, un réseau finalement très très peu étudié, un réseau très peu analysé et qui pour autant en fait peut divulguer des choses assez intéressantes. Là, le propos était de le faire sur les directeurs de la communication parce que tout un chacun, moi avant j'étais chercheur en sciences de l'information et communication. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre finalement les outils, ce qu'il en était possible de faire ou autre. Et là, le directeur de la communication est un prétexte. Qu'est-ce qu'on s'est posé comme principale question? Tout simplement, en fait, les directeurs de la communication, quel est le profil de ce qu'on peut voir dans leur présence? Ils n'ont pas tous une présence homogène, ils ont plusieurs secteurs, ils ont plusieurs problématiques, et donc forcément, il y a une certaine hétérogénéité dans leur présence. Quelle est-elle? Et justement, pour un directeur de la communication d'une plus petite peut-être entreprise, d'une ETI ou une PME, mais comment se positionner aussi comme directeur de la communication en étant sur LinkedIn, où on a un double rôle. On est à la fois euh, la personne qui promeut l'entreprise vers l'extérieur, mais on est aussi soi-même dans une logique de réseautage. Qu'est-ce qu'ils font? Quel est leur objectif, la ligne éditoriale ou les publications qu'ils ont et finalement quel type de profil ils recrutent aussi via LinkedIn, puisque LinkedIn est une plateforme de recrutement à la base. Euh, Quels sont les réseaux d'interaction? Ça permettrait quand même à la base, ce sont des réseaux. On a pas mal étudié les réseaux sur Twitter. Là, c'était intéressant aussi de voir les différents réseaux sur une autre plateforme qui est LinkedIn, avec d'autres usages, d'autres dispositifs socio-techniques. Et c'est la même chose à chaque fois, c'est une vraie découverte. Sur Instagram, c'était une découverte. Sur LinkedIn, c'est aussi une découverte. Et c'est passionnant en fait de voir comment les réseaux se construisent. Et enfin, quelques recommandations finalement pour se positionner. Voilà le propos de l'étude générale sur ce qu'on se posait comme question en termes d'introduction.
Euh, pour répondre à ces questions, il faut une méthodologie. C'était la question de recherche, la méthodologie. Euh, on a simplement pris en fait tous les directeurs de la communication du SP 120. Donc, ça fait une large liste, une liste que vous avez devant vos yeux, peut-être difficile à lire pour certains, mais qui sont regroupés en certains secteurs. L'étude sera bien entendu disponible sur notre site internet après ce webinaire et vous pourrez consulter la liste complète là-dessus. C'est pas très important, juste considérer qu'on a pris ces personnes-là. Et qu'est-ce qu'on en a fait de ces personnes-là? On a récupéré leurs 100 dernières publications. Et leurs 100 dernières publications, ça faisait 6 782 publications au total. Donc, quand même une forte, forte dose. Pourquoi est-ce que ça ne fait pas un chiffre rond alors qu'il y a 100? Tout simplement parce qu'il y a des directeurs de la communication qui n'ont pas 100 publications à leur actif. Ensuite, sur ces différentes publications, on a analysé les interactions qui étaient réalisées autour de ces publications, les likes. Ça représente au total une audience de 80 165 likers uniques qui ont pu interagir avec ces publications. Et là-dessus, on s'est posé comme question, mais quelle est leur fonction, quel est leur département, et quels sont les réseaux internes ou externes que les directeurs de la communication ou les directrices, il faut être inclusif, c'était à la mode cette semaine, euh, euh, ont à leur actif. C'est finalement en fait les données auxquelles on a accès, les métadonnées, quelle que soit la plateforme qu'on analyse, en termes de réseau social ou en termes de site web, de forum ou autre, on est dépendant en fait des données et des métadonnées, c'est-à-dire les données qui expliquent les données à disposition. Et donc, on a dû jouer avec ce qu'on avait à notre disposition. Et enfin, on a analysé les types de publications d'un point de vue qualitatif pour comprendre un peu ces logiques-là. Justement, plongeons un peu là-dessus au niveau des publications pour voir un peu les grandes catégories des thématiques ou du type de contenu. Alors tout simplement d'abord vous dire qu'on a pu isoler 4 grandes thématiques. Une qui est autour de l'environnement, donc c'est tout ce qui touche de près ou de loin à la problématique environnementale. Tout ce qui est société, c'est des questions de société, l'égalité de chance, l'inclusion, la diversité, la pauvreté dans le monde. Voilà un peu tout ce qui fait société, ce qu'on pourrait appeler même globalement la RSE, même si c'est un peu réducteur. La technologie, donc c'est toutes des publications en fait autour d'innovation, autour de processus de recherche, donc au sens large de la transformation numérique aussi des entreprises, tout ce qui est innovation et technologie. Et enfin, c'était quand même le propos de cette année. Je pense que c'est tout le monde en a un peu ras-le-bol de ça, mais ça a aussi inondé les publications des directeurs de la communication, toutes les publications en rapport avec le Covid-19 et la crise sanitaire dans son ensemble. Ça, c'est les grandes thématiques. Vous allez voir après, juste après d'ailleurs, que ces grandes thématiques ont évidemment des sous-thématiques. Mais il y a des types de publications aussi qui peuvent être l'actualité de l'entreprise, où finalement le directeur ou la directrice font les grandes annonces de l'entreprise. Elles accompagnent en fait le changement ou les actualités de leur entreprise. La communication, où là c'est de la communication externe dans un but d'expertise ou des relais de ce que l'organisation peut avoir. La RSE, tout ce qui est social et environnemental. Tout ce qui est ressources humaines et notamment le capital humain, c'est la mise en avant finalement du capital humain de l'organisation. Le directeur ou la directrice de la communication vante, promotionne la valeur humaine de son organisation dans son ensemble. Recherche et développement, tout ce qui est mis en place en fait en termes de nouveaux produits, en termes d'innovation, c'est vraiment un contenu qui est pas mal préempté en fait sur LinkedIn, sur là où va le secteur de demain, où l'entreprise, où est-ce qu'elle se positionne et qu'est-ce qu'elle prévoit pour demain. Marketing sont des partages d'opérations marketing en lien avec l'entreprise, donc des grandes campagnes de communication, des dispositifs marketing, des dispositifs d'événementiel. Le réseautage, alors n'oublions pas quand même qu'au départ, LinkedIn, c'est un réseau de réseautage, c'est une banque de CV pour se mettre en relation, échanger autour de métiers, potentiellement se recruter. Et donc, les directeurs et directrices de la communication entretiennent leur réseau. Ils entretiennent leur réseau en partageant des publications provenant de leur réseau ou en faisant des petits clins d'œil.
Actualité sectorielle, c'est en gros des partages d'actualités autour du secteur, de ses défis, des grandes problématiques qu'il rencontre. Personnel, là, c'est quand le directeur ou la directrice de communication, en fait, bah, partage sa propre opinion ou une expertise ou des choses sur sa personne. C'est assez rare et pourtant ça fonctionne pas mal, vous allez le voir par la suite. Et enfin, autre, parce qu'il y a toujours une catégorie autre en recherche, c'est la catégorie où on n'arrive pas à mettre certaines choses et donc on crée un ersatz, un ovni, dans lequel on met tout ce qu'on n'arrive pas à faire rentrer dans les autres catégories. Toutes ces grands types de publications, elles ont d'autres sous-branches. Je ne vais même pas m'attarder là-dessus. Je suis sûr que là, vous n'arrivez même pas à lire sur votre écran ces différentes choses. Il faut sortir les lunettes là-dessus. Mais évidemment, ce sera disponible par la suite sur le site internet de Saper VDR. Alors, la première question qu'on s'était posée, parce que c'était uniquement là la méthodologie et certains résultats au niveau du contenu qu'on a pu glaner, quelle est finalement la typologie des acteurs que l'on peut voir sur LinkedIn? Juste un petit reminder, et je le ferai à chaque fois. L'année dernière, nous avions fait une étude sur Twitter, les directeurs de la communication et les directrices sur Twitter, et de voir un peu le différentiel. Ça qui est intéressant, c'est quand en fait on voit ce qui existe sur une plateforme et ce qui n'existe pas sur une autre. Et c'est là où en fait on a l'essence même de la plateforme et c'est là où le côté intéressant innove, l'insight en quelque sorte. Sur Twitter, on avait trois types de directeurs de la communication. On avait l'influenceur sectoriel, celui qui finalement se positionne autour de son secteur, de ses défis ou autre chose. On avait l'expert de la communication où là, le directeur ou la directrice de la communication se positionnait comme quelqu'un qui connaissait son métier et qui partageait en quelque sorte son savoir. Et enfin, il y a l'ambassadeur interne, celui qui est le porte-voix des employés ou de l'engagement, particulièrement dans le secteur bancaire. Sur LinkedIn, alors qu'on a un petit souci avec des logos, c'est pas grave, on a l'ambassadeur externe, là aussi. Donc, c'est quelqu'un qui va être quelqu'un qui partage du contenu de son entreprise et qui va avoir un certain succès vers l'extérieur, donc ambassadeur externe. On a l'ambassadeur interne, c'est ceux qui ont globalement bien compris qu'en réalité, la plupart de leur audience sur LinkedIn, ce sont des employés de leur entreprise, les employés de leur groupe, et donc vont partager un peu de ces valeurs internes, l'actualité, et vont avoir un discours très, très interne dans leur publication. Et c'est aussi un type de profil qui a tendance à moins publier en comparaison avec d'autres acteurs. On a l'influenceur en communication qui partage son expertise en rapport avec son sujet, qui essaie de créer de l'engagement et qui essaie de partager sa connaissance en communication sur LinkedIn. Quatrième occurrence, l'influenceur sectoriel qu'on avait sur Twitter là aussi. Il partage des contenus liés à son secteur d'activité. Là, on voit par exemple deux personnes du même secteur, puisqu'on a Corian et Orpea. Ce sont là des personnes qui se positionnent sur ce secteur. Et enfin, une dernière typologie, qui est l'essence même de départ de LinkedIn, c'est ceux qui y sont pour entretenir leur réseau et pour entretenir les relations humaines qu'ils peuvent avoir avec ce réseau là-dessus, et qui communiquent sur des événements externes ou qui communiquent en rapport avec l'actualité de leur personne par rapport au réseau. Bien sûr, cette typologie, il ne faut pas la voir comme quelque chose de rigide. Là, on a essayé d'identifier les grands traits de tout cela, mais il ne faut pas se dire qu'en fait, quelqu'un est influenceur en communication et donc ne peut pas être un ambassadeur externe. C'est vraiment pas le but. On a essayé de trouver ceux qui étaient les plus iconographiques de la typologie, mais bien sûr, on peut être à la fois de temps en temps influenceur en communication et de temps en temps influenceur sectoriel, ce qui est d'ailleurs le cas la plupart du temps. Il y a une certaine d'hybridation, d'ailleurs, on en parlera par ailleurs par la suite. Donc là, on a vu quels étaient les différents types de directeurs ou directrices de la communication sur LinkedIn dans leur usage. On va maintenant se poser la question de quel est le réseau qu'ils arrivent à rassembler. Mais d'abord, un petit interlude méthodologique pour expliquer une méthodologie qu'on appelle la technologie de l'analyse des réseaux sociaux, où on va analyser en fait
des petits points et des petites lignes. Je vous rassure, tout le monde va survivre à cette explication et à cette méthodologie. Ceux qui ont pu voir certaines de mes publications sur Twitter, et je sais que nous avons des clients, des partenaires et des gens qui justement me suivent depuis très longtemps, ça ne devrait pas être trop difficile à survivre. Et puis, on est au début de l'intervention, donc vous n'êtes pas encore trop blasé de la chose, même si on est en fin de journée. Globalement, l'analyse des réseaux, ce qu'on appelle la social network analysis en anglais, est une analyse qui va considérer en fait chaque acteur, chaque compte sur un réseau social comme étant un point, voilà, un ensemble de points, et nous pourrions tous être des points d'ailleurs ici, là maintenant, et chaque interaction entre ces points comme étant un lien. Et là, par exemple, un lien se crée entre nous. Incroyable, un lien se crée entre nous. Et on va compter mathématiquement le nombre d'échanges que l'on peut avoir et on va faire un ensemble de choses mathématiques autour de ça. Et ce lien peut représenter pas mal de choses. Il peut représenter le fait de se suivre l'un l'autre. C'est ce qu'on utilise plutôt sur Instagram ou sur Twitter, où on a accès à des listes de followers. Ou il peut symboliser des relations, des interactions. Sur Twitter, par exemple, quand je fais une cartographie pour montrer un fait d'actualité qui se propage, j'interroge la mention ou le retweet. Sur LinkedIn, on va interroger le like. Et donc, le lien, là, sera le like en tant que tel, ou le partage, ou le commentaire là-dessus. Il y a un sens potentiel au lien, avec des distinctions parfois entre réseaux. LinkedIn et Facebook sont des réseaux où finalement c'est synchrone. C'est-à-dire que si je vous rajoute sur la plateforme, il faut que vous me rajoutiez vous-même et que la relation soit mutuelle. Et donc le lien, bah, il est synchrone, il va dans les deux sens. Et puis il y a des réseaux comme Instagram ou sur Twitter où la relation est asynchrone. Je peux suivre quelqu'un, mais il ne me suit pas forcément en retour. Et généralement, quand on essaye de comprendre les réseaux, on essaye au moins d'avoir une distinction entre des petits comptes et des grands comptes, et donc d'attribuer une taille. Donc on préfère les réseaux asynchrones, ceux qui ont un sens, et on fait grandir ceux qui reçoivent le plus. Parce qu'en fait, sur les réseaux sociaux, ceux qui reçoivent le plus sont les plus influents. Et c'est assez différenciant par rapport à la vie réelle, hein, finalement, puisqu'aujourd'hui, vous êtes dans un exposé, c'est moi qui expose des choses, et donc je vous parle, et donc quelque chose qui sort de moi, qui rentre en vous, et ben, en fait, en toute logique, en offline, ça devrait être moi qui devrait être le plus influent aujourd'hui dans le discours, parce que je parle le plus, et pour autant, sur les réseaux sociaux, c'est le contraire. Plus vous êtes mentionné, plus vous recevez, plus vous êtes influent. C'est un peu terne, pour ajouter un peu de gaieté, un peu de couleur à tout cela, alors on utilise un algorithme de clustering. Alors, tout survivre, ne vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué. En fait, un algorithme de clustering, il va casser les communautés, attribuer une couleur par communauté, selon le fait que des acteurs ont beaucoup de liens entre eux et peu avec l'extérieur. C'est-à-dire que, par exemple, je suis sûr qu'avec vos collègues, vous avez beaucoup de relations. Aujourd'hui, on a un petit point entre nous là-dessus, mais globalement, vous serez dans vos communautés d'entreprise parce que vous avez beaucoup de liens l'un avec l'autre. Et donc, l'algorithme identifie ça. Plus il y a de liens, plus je les mets ensemble. Par exemple, Mia ici est toute seule, donc elle a une couleur. Sean et Jen sont tous les deux, ils ont une couleur, etc., etc. Et il reste une dernière étape, je vous rassure, c'est la dernière. C'est l'étape de spatialisation. C'est celle où finalement on spatialise les points. Ceux qui sont au centre connectent tout le réseau et ceux qui sont spécifiques sont sur les extérieurs. Voilà pour ce petit prélude méthodologique. Qu'est-ce que ça donne sur LinkedIn auprès des directeurs de la communication? En fait, très peu de choses. Il y a très très peu de liens entre les différentes personnes. On peut identifier certaines communautés. Une communauté, par exemple, AXA, il y avait 2 personnes d'AXA en fait dans l'échantillon de l'étude, et donc c'est assez logique d'avoir cette communauté qui a été créée. Il y a une communauté finance avec des directeurs ou directrices de la communication dans le domaine de la finance, et on verra que c'est un secteur qui est bien structuré sur LinkedIn et qui donc a des communautés propres sectorielles, ce qui explique qu'on arrive à retrouver des communautés à l'intérieur. Une communauté assurance, là, c'est plus ou moins la même chose que finance, hein, donc on voit qu'ils sont assez proches l'un de l'autre. Et enfin, une communauté EDF qui s'est créée. Très peu de communautés, je vous le disais, donc globalement, comme on extrait les likes,
qui ont été pour opérer sur un directeur de la communication, on aurait pu s'attendre à ce que finalement, comme il y avait 8 secteurs, ben, on ait beaucoup de liens communs par secteur, par affinité, par thématique ou autre chose. Et on se retrouve en fait avec beaucoup de feux d'artifice, comme vous le voyez ici, c'est-à-dire des personnes qui glanent des likers, des personnes qui likent le contenu, euh, mais qui ont très très peu de lien finalement avec le reste de l'écosystème. Et ça, c'est encore plus flagrant, encore plus clair, lorsqu'on va analyser ceux qui se positionnaient comme influenceurs en communication et qui donc, globalement, parlaient beaucoup de communication et qui donc, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait une communauté communication qui se forme. Et en fait, pas du tout. Les personnes qui vont se positionner un peu comme influenceurs en communication, bah, pas que ça, je vous rappelle, il y a une hybridation des usages, en réalité vont être par-ci, par-là, sur les extérieurs, et donc pas former un ensemble. En toute logique, les dénominateurs communs entre des directeurs de la communication, ça aurait pu être le fait qu'ils étaient dans la communication. Et donc, au centre, j'aurais dû me retrouver avec une communauté communication extrêmement développée. Et en fait, il n'en est rien. Ce qui montre un autre enseignement qu'on verra encore plus par la suite, mais que se positionner comme influenceur en communication sur LinkedIn, ça n'a que très peu d'assises et ça donne très peu de résultats. D'ailleurs, si on le remet en contexte avec l'étude qu'on avait réalisée en fait sur Twitter, où là on analysait la façon dont les acteurs se suivaient, s'ils avaient interagi en fait avec un directeur ou une directrice de la communication. Là, on retrouvait des réseaux thématiques. C'est assez logique, on était vraiment dans une logique de médias. Je suis un directeur de la communication parce que j'ai un intérêt autour d'une thématique. Sur LinkedIn, ce n'est pas du tout le cas. En général, on suit un directeur de la communication parce qu'il fait partie de notre réseau, parce qu'on a des buts de prospection autour de lui ou parce qu'on est de la même entreprise, de la même école ou qu'on s'est suivi au cours de notre parcours professionnel. Et donc, on ne retrouve pas les mêmes bases de réseaux que sur Twitter, deux réseaux complètement différents, avec des structures de réseaux différents et donc des usages qui doivent être différents. C'est un des grands enseignements de l'étude que nous avions réalisée. Je vous parlais de secteurs en disant qu'il y avait certains secteurs qui marchaient bien, certains qui ne marchaient pas. On a globalisé donc les directeurs et directrices de la communication en grands secteurs pour regarder la proportion en termes de thématiques. Mais ce que surtout intéressant, c'est qu'après, quand on fait le différentiel entre le nombre de publications qu'on a insérées et le nombre de likes qu'on récupère, on va se rendre compte qu'en fait, les secteurs de l'industrie, de la finance et de l'assurance ont beaucoup d'interactions et il y a une vraie logique de réseau. C'est un secteur qui s'est structuré sur LinkedIn, qui a une vraie assise, une vraie présence. Pourquoi? Parce que ce sont des domaines complexes B2B, dans lesquels il y a eu une vraie thématisation des types de contenus et une vraie politique éditoriale qui s'est enclenchée, où des gens s'informent sur LinkedIn autour de ces secteurs, davantage même que sur Twitter sur certaines choses. Et ça, on va le voir encore plus fort quand on va analyser des clusters, où là, on a interrogé en fait les collègues. Je m'explique. Si quelqu'un likait la même publication qu'un autre, on les mettait ensemble. Et puis, on a analysé quelles sont les grandes communautés de co-like qu'on pouvait observer. Qu'est-ce qu'on a vu? Pas grand-chose en réalité. On aurait pu le voir. Ça aurait été génial de montrer. Mais on n'a rien eu en fait en termes d'insight là-dessus. C'est-à-dire que la plupart des clusters, des communautés qui sont là, triées par nombre de likes, en réalité, ce sont des communautés d'employeurs, d'entreprises, ou qui se sont formées simplement sur le fait qu'ils collèguent des mêmes publications parce qu'ils appartiennent à la même entreprise. Il y a quand même quelques exceptions. Ces exceptions, je les ai mises en bleu. C'est le transport, l'industrie et la chimie, l'aéronautique, et puis tout ce qui est paiement, fintech et autre chose. Ça, ce sont les grands clusters qu'on a pu observer autour de thématiques ou de secteurs qui se sont bien formés. Notons également le pharma que je n'ai pas mis totalement en bleu, qui était avec une forte proportion autour de Air Liquide, mais où il y avait une vraie communauté pharma, pharma et santé qui était autour. Et globalement, en fait, si vous connaissez, vous avez l'habitude de traiter à la fois des marques sur LinkedIn ou des secteurs de cela, vous savez exactement que ce sont des secteurs qui ont vraiment en fait une vraie
thématisation, de vraie structuration et où il y a des vraies communautés en fait sur LinkedIn autour de ces grands ensembles. Donc, on peut dire globalement que les audiences sur LinkedIn, elles se rassemblent par entreprise, c'est logique, par secteur d'activité euh, ou par parcours professionnel. Ça, c'est la structure des réseaux sur LinkedIn qui renforce le trait que je vous disais en comparaison avec d'autres plateformes comme Twitter, où ce qui va rassembler les gens, ce sont des thématiques, des affinités politiques ou philosophiques, des géographies. C'est vraiment différent de LinkedIn et c'est encore différent d'Instagram, je peux vous le dire. Les communautés, là, sont sur la façon dont on voit le monde, mais d'un point de vue sémiologique. Et donc, c'est assez passionnant, en fait, de voir que la structure et l'architecture des plateformes influencent la manière dont les réseaux y sont construits. Ensuite, on s'est intéressé aux likers et aux départements auxquels appartiennent les likers. Alors, encore une note méthodologique, puisqu'on est sur d'autres réseaux, nous n'avons pas l'habitude de ces méthodologies-là, vous ne savez pas comment ils sont construits, et on a un devoir de transparence de vous expliquer comment est-ce qu'on a construit les différents outils qu'on a mis en place, parce qu'on est les premiers à le faire à ce champ-là. En fait, quand on récupère les likers d'une publication, on va avoir la biographie de la personne. Et cette biographie, sous base de mots-clés, on va l'attribuer à des grands départements. Si vous avez dans votre job, par exemple comme moi, directeur des opérations, vous serez peut-être attaché aux opérations. Si vous êtes comme Étienne, directeur commercial, vous avez commercial dans votre mot, on va le rattacher au département commercial, sales manager, sales director et autre chose. Tout ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Bien sûr, petit à petit, on a dû mettre des clés et différentes organisations pour que certaines choses soient traitées en amont. On a eu quelques petits bruits d'overlap qu'on a dû régler et petit à petit, par un processus à la fois en fait de script automatique, mais de réarticulation humaine, c'est pas du machine learning, réarticulation vraiment humaine, on est arrivé à de très bons résultats qu'il faut toujours affiner et toujours en fait remettre à la main. C'est une partie fastidieuse, mais qui donne toujours de résultats assez intéressants. Justement, les résultats sur les DIRCOM, qu'est-ce qui est intéressant en fait autour de ça globalement, les départements qui interagissent avec les DIRCOM sont principalement des départements dans lesquels ils ont des liens avec eux, c'est-à-dire le management, la direction, le marketing, la communication et les commerciaux. Euh, et donc, ils communiquent pour finalement des acteurs qui sont proches d'eux dans l'entreprise ou autour d'eux, de par leur réseau, de par leur parcours professionnel. C'est assez logique. Pour vous dire le différentium, d'habitude, en termes de répartition, les commerciaux sont bien plus grands, de la même chose que le management et la direction. Donc maintenant, on a vu les audiences que les directeurs ou directrices de la communication glanent au fur et à mesure de leur publication. On a vu quels étaient les types de typologies. On va maintenant s'intéresser au contenu qu'ils publient, avec d'abord une analyse sémantique, purement sur les mots qu'ils utilisent. Sur Twitter, petit rappel, on avait principalement des choses assez génériques, mais vous voyez, c'était quand même très fortement sur l'innovation, transformation numérique. On avait des mots-clés société et RSE, et on avait des mots-clés autour d'événements. Sur LinkedIn, qu'est-ce que nous retrouvons finalement, en fait, des choses auxquelles vous attendez, c'est-à-dire du très générique et du chiant, du corporate. Du corporate avec des mots-clés très génériques autour du monde du travail, entreprise, client, groupe, service et autre chose. Autour de la RSE, mais globalement aussi autour du capital humain de l'entreprise, collaborateurs, partage, commun, équipe, ensemble. On participe, people, partenaires, personnes, voire des noms, partenaires, performance et d'autres choses autour de ça. L'innovation, très fortement, comme sur Twitter par ailleurs, c'est-à-dire qu'on va y avoir tous les nouveaux, transformations, innovations. LinkedIn est un endroit où on montre comment l'entreprise en fait évolue, vers où elle bouge et quelles sont les innovations qu'elle déploie là-dessus. Et enfin, évidemment, le Covid-19, le coronavirus, qui a eu un grand impact. Et on va parler en fait de comment est-ce que l'entreprise, les gens qui font l'entreprise, vivent le coronavirus, comment est-ce que les actions sont faites et autre chose. Ça a été vraiment un axe très important de communication des DIRCOM durant l'année écoulée. Et puis après, on a des axes lexicaux autour de l'humain et du temporel.
l'humain avec principalement des bravos, des merci, trucs. On se congratule, on s'auto-félicite sur LinkedIn. C'est pas une grande surprise là-dessus. Et puis le côté temporel, c'est vraiment l'axe où on sent que il y a une identification des contenus. Aujourd'hui, nous avons un séminaire là-dessus. Demain, nous organisons une grande journée d'équipe là-dessus. Nous sommes à la semaine de chez machin. Ce fut une année compliquée et autre, où on inscrit comme un espèce de carnet de bord euh, la temporalité et on inscrit en fait l'aujourd'hui de l'organisation, l'aujourd'hui des choses dessus et qui a un petit côté chiant et aussi un petit côté finalement qu'on peut observer aussi à l'échelle des organisations, pas que chez les directeurs et les directrices de la communication sur LinkedIn, mais on a un peu l'impression de contenu poubelle. C'est-à-dire, il y a un contenu à placer, on le dissémine, on l'envoie et hop, il est jeté, tcha, bonsoir, et il est fait. Il y a très très peu finalement de stratégies qui sont mises en œuvre. Ça se voit bien au niveau de la répartition des thématiques, on le verra. Ça se voit au niveau sémantique. Ça se voit à de différentes échelles. Sur les axes thématiques d'ailleurs, parlons-en. Sur Twitter, pour rappel, on avait vraiment des axes un peu plus RSE, sociétaux, thématiques. On avait l'inclusion féminine, la transition énergétique, l'entrepreneuriat social, l'investissement responsable. Sur LinkedIn, quels sont les contenus qui sont les plus publiés globalement, des actualités corporate là-dessus. Et ce n'est pas forcément ceux qui vont le mieux fonctionner. Et ceux qui sont très peu publiés, en fait, ce sont des thématiques et finalement une vraie stratégie éditoriale, une ligne qui soit claire, plus que globalement, on est vraiment dans l'axe 2 en termes de percentile. Au percentile, c'est quoi? C'est qu'en fait, on prend toutes les thématiques que l'on avait et on essaye de voir celles qui sont peu mises, c'est-à-dire de 0 à 20, puis de 20 à 40, de 40 à 60, de 60 à 80 et de 80 à 100 pour arriver à cette espèce d'échelle qu'on a ici de contenus qui ont été très publiés ou les contenus qui ont été très peu publiés. Très peu publiés, c'est les directeurs et directrices de la communication qui parlent d'eux-mêmes, de leur ethos, de leur état d'esprit. Fortement publié, c'est toutes les actualités corporate et les offres d'emploi, le capital humain, le partage de réseau et autre chose. Pour autant, ce n'est pas forcément ce qui va fonctionner. Ce qui va fonctionner, c'est l'échelle ici de droite, avec des souhaits, des accomplissements, du management, de la philanthropie, des remerciements, qui a eu égard au fait que ça engage naturellement en termes de contenu, mais aussi parce que l'audience, ce sont fortement en fait, des collaborateurs, des collègues. Et donc, c'est logique qu'en fait, sur l'actualité de l'entreprise et sur les actualités positives, il y a plus d'interactions qui sont des thématiques qui fonctionnent beaucoup plus. Sur ce qui fonctionne moins, c'est tous les genres un peu plats, du style de l'interview, de l'étude ou de certains champs très, très spécifiques là autour. Dans une vue un peu plus claire, avec des plus grands ensembles et des grands blocs, on a mis tous ces grands ensembles en deux axes. Un axe vertical, qui symbolise le fait qu'une publication a généralement beaucoup de likes ou peu de likes. Et un axe horizontal sur le fait qu'une publication est fortement faite par les DIRCOM ou fortement faite par les DIRCOM ou faiblement faite par les DIRCOM. L'actualité de l'entreprise, très publiée, et ça fonctionne. Ça fonctionne pourquoi? Et parce que l'audience est essentiellement interne, ce sont essentiellement des collègues, et donc forcément, c'est une publication qui fonctionne énormément. Ceux qui sont moins adressés et qui pour autant fonctionnent, le top du top, qui est le plus haut, ce sont les opinions. Quand finalement le directeur de la communication ou directrice de la communication se lâche sur LinkedIn, donne son ressenti. Et il y a un certain paradoxe finalement à ce que finalement un directeur ou une directrice de la communication soit sur LinkedIn d'un point de vue personnel et pour autant partage très peu d'informations avec lui-même, de soi-même et autre chose. Reste finalement dans comme s'il était un membre du COMEX et du CODIR, ce qu'il est la plupart du temps, et donc doit incarner uniquement l'organisation. Et par ailleurs, on sent une certaine peur dans son expression, où il est vrai que sur Twitter, on peut avoir des audiences externes, supprimer peut-être rapidement un contenu, on est en 240 caractères, donc très, très peu de risques finalement, malgré ce que certains ont peur.
Sur Facebook ou sur Instagram, on va rester dans des champs extrêmement personnels. Donc, globalement, ce sont des amis, donc ce n'est pas entre trop grave. LinkedIn, on sent qu'en fait, on parle à l'entreprise dans son ensemble. Et donc, on ne veut pas faire d'erreur parce que si on fait une erreur, c'est toute la boîte qui est au courant. Et ça, on le sent réellement. Et on sent une vraie peur de se livrer peut-être un peu plus personnellement, d'avoir une analyse, d'avoir une expression personnelle en fait en termes de contenu. Alors que ça fonctionne beaucoup et ça fonctionne bien. D'autres champs qui fonctionnent, c'est tout ce qui est capital humain de l'entreprise, tout ce qui est champ RSE et puis toute la recherche et développement de l'entreprise. Ceux qui sont très publiés et qui ont très peu de likes sont les actualités sectorielles. Globalement, en fait, les directeurs de la communication ont leurs collègues qui les suivent, ont leur parcours professionnel qui les suivent, mais n'ont pas été identifiés par d'autres personnes du secteur. Il n'y a pas encore eu cette mue-là qui a été faite. Ils ne sont pas en fait producteurs de contenu et on est encore dans ces logiques très réseautage, très entreprise interne. Et donc, il est assez logique que le directeur de la communication ou la directrice de la communication d'une entreprise n'arrive pas en fait à glaner des audiences externes autour des actualités sectorielles. Et donc, c'est un contenu qui est très publié, mais qui fonctionne très peu parce que le public, l'audience passive, elle n'est pas là. Et ça, très souvent, c'est un tort que font pas mal de community managers, social managers ou autres dans leur entreprise, c'est qu'ils ont tendance à être trop focalisés sur les likes ou d'autres types de choses et pas assez comprendre le mécanisme d'audience passive. Une audience passive, c'est quand vous publiez, quel est ce public? À qui a une chance de voir ce message? Et c'est cette personne-là qui va potentiellement interagir avec le contenu et qui va permettre d'externaliser le contenu en dehors de l'audience passive. Et donc, si vous êtes directeur ou directrice de la communication sur LinkedIn et que vous publiez un contenu sectoriel, mais que vous n'avez pas de followers ou de personnes dans vos relations qui appartiennent au secteur, vous avez une inadéquation entre votre audience passive et votre contenu, et donc ça ne peut pas fonctionner. Il y a d'autres mécanismes, je ne les aborderai pas ici, mais globalement, ça ne fonctionne pas à ce niveau-là. Et puis, des champs qui sont peu publiés, qui fonctionnent peu, c'est tout ce qui est communication, réseautage et marketing, ou globalement, sont des champs un peu plus ailleurs de l'organisation, de l'entreprise ou du parcours professionnel de la personne et qui donc sont peu adressés d'une part et fonctionnent très peu par ailleurs. Ce qui fonctionne généralement, là on a isolé un espèce de mood board de voir un peu qu'est-ce qui ressortait sur les grandes thématiques sans dire que ce sont des bons exemples ou autres, ou que c'est ça qu'il faut faire, hein. Il y a pas de performatif. Vous avez vu, c'est une étude d'IRCOM, comme on a l'habitude chez nous, sans podium, sans classement ou autre. Donc le but n'est pas de dire ça c'est le meilleur, ça c'est très bien en fait. Le but est de montrer la systémique et de montrer la complexité des champs. Ce qu'on remarque qui compte, qui marche bien, c'est quand un contenu est vraiment créé de toutes pièces. Et ça, ça, si vous êtes dans le champ des réseaux sociaux, vous savez bien ce que je veux dire. Là où aussi l'axe relationnel et la relation, la participation des événements, des remises de prix fonctionnent bien, à la fois parce que le prix est généralement pour l'entreprise, donc il y a pas mal de personnes internes, mais c'est aussi un moment où en fait, on connecte et c'est plutôt positif généralement. Et puis les actions concrètes, celles qui ont des images dans l'action, parlent plus que des choses un peu plus pattes, périphériques, où finalement vous pouvez poster à n'importe quel moment le contenu. Ça n'avait pas trop de problématiques. En termes de grandes thématiques, juste pour que vous voyez un peu les grandes thématiques qui ont été abordées plus en profondeur que ce que j'ai pu le faire dans la première introduction, le grand bloc, c'est technologie. Technologie, c'est un sujet vraiment en fait très prisé par les organisations. Principalement un échelon personnel, finalement, il n'y a que 18% des publications en rapport avec la technologie qui concernent l'entreprise et qui donc dans un cadre professionnel. Donc, ils aiment bien relier ces différents champs, mais pas forcément au regard de l'organisation. Comme si un peu l'innovation n'était finalement pas chez eux, mais un peu ailleurs, à droite, à gauche. Et puis les grands événements, style Vivatech, évidemment, ou d'autres types de choses. Vous avez quelques institutions de workload. Je vous laisserai consulter ça bien à votre aise. Le but, il n'est pas de vous lire des slides avec très peu de valeur ajoutée dans mon contenu dessus. Le deuxième axe, c'est l'environnement. Tout ce qui va être sustainable, tout ce qui va être autour de l'énergie, du climat, de l'engagement de l'entreprise, de la transition écologique ou de solutions.
qui sont mises. Ce n'est pas une thématique fortement de prédilection, elle est très peu adressée de manière générale. Quand ils le sont, c'est généralement qu'il y a un lien entre environnement et l'entreprise, qu'il y a un engagement qui est fait et autres là-dessus. Ça va principalement être sur l'environnement, le changement climatique et l'énergie. Euh, Troisième axe, qui est les axes de société, où là, c'est tout ce qui va être inclusivité, fortement auprès de l'inclusivité des femmes. C'est vraiment un champ qui est beaucoup plus adressé que l'inclusivité générale, de la mixité et d'autres champs autour de là. Donc globalement, mais pas mal adressé sur l'égalité des gens dans l'entreprise, l'égalité des gens dans la société tout entière. La Journée internationale des femmes est assez importante à ce niveau-là. Et puis, il y a la diversité et l'inclusion à l'échelle de la culture d'entreprise dans ce qu'on peut observer en termes de contenu. Et enfin, le dernier, je l'ai bien introduit, mais tout ce qui est la crise du coronavirus, principalement à la fois des discussions au niveau sectoriel, c'est pas pour rien que la première directrice de la communication à ce niveau-là, c'est Janssen Europe. C'est vraiment un champ autour de la santé qui a pas mal été préempté, principalement des informations et des solidarités en rapport avec le Covid, les mesures qu'ils ont mis en œuvre pour les montrer, et puis des dons qui peuvent être financés, matériels ou autres là-dessus. Voilà pour les grandes thématiques. Et enfin, un des derniers champs, l'avant-dernier d'ailleurs, une chose qu'on s'est posé comme question, c'est le ou la directrice de la communication sur LinkedIn, qu'est-ce qu'il va ou elle va publier comme contenu en termes d'offres d'emploi. Et les offres d'emploi, il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est que globalement, plus de la moitié des offres d'emploi concernent des métiers qui ne sont pas recrutés par le DIRCOM et qui sont à toutes les échelles de l'organisation, en RSE, en commercial, en management, en matériel technique et d'autres choses. Quand on regarde uniquement les offres d'emploi qui sont publiées dans le champ de la communication, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que globalement, les recherches qui sont faites en communication sont finalement sur des métiers assez traditionnels. Chargé de communication, interne et externe, chargé de communication interne, relations presse, chargé de communication externe sont les principaux métiers qui sont recrutés par les DIRCOM. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on aurait pu peut-être s'attendre à un renouvellement des choses avec des social media analystes, des social media managers ou autre chose. Mon hypothèse, alors il y a déjà un biais de départ, puisqu'on globalise plusieurs directeurs de la communication dans différentes sphères. Donc, il y a un biais parce que finalement, les métiers génériques globalisent du coup plus de personnes. Et chargé de communication, c'est tellement globalisant et général, bien stratifié, que finalement, plusieurs directeurs de la communication ou directrices peuvent utiliser ces termes-là, mais même si on rajoute les autres termes tels que community manager ou autre chose, on n'y arrive pas. Mon hypothèse autre, c'est que globalement, les DIRCOM font des choix en fait de recrutement de personnes qui sont un peu tout terrain, omnicanal, et qui sont formées au numérique. Et puis quand ils ont besoin de savoir-faire spécifique, et c'est bon pour s'intervédérer, il faut appel à des agences là-dessus. Et donc, ont moins tendance à internaliser ces métiers un peu plus techniques et un peu plus spécifiques, qui sont aussi un peu rares là-dessus. Et enfin, la dernière question, c'est le when, c'est le quand. Tout d'abord, dire que comme on prenait les 100 dernières publications des directeurs et directrices de la communication dans leur ensemble, évidemment, il y a des personnes qui, leurs dernières publications sont assez lointaines. Et donc, il y a quand même pas mal de DIRCOM qui sont très peu présents et très peu actifs en fait sur LinkedIn. Et ça a tendance quand même à monter. Et de dire que globalement, le taux de publication est assez homogène dans le temps, avec une augmentation à partir de quand? À partir du moment où il y a le confinement, c'est-à-dire mars 2020, on voit un pic en termes de publication là-dessus. Pic qui va rester globalement au-dessus de ce qu'on peut voir sur le reste, y compris sur les mois d'été qui sont bien moins actifs, ça on l'avait déjà vu dans l'étude sur Twitter, et que donc on peut se dire que ils ont trouvé un moyen de communiquer de façon digitale et numérique, à la fois aux employés, sur leurs engagements, sur pas mal de choses, et que donc LinkedIn, il y a eu plus de publications sur LinkedIn à cette occasion-là, et ce serait intéressant peut-être de regarder si la tendance est installée ou s'il y a plus de choses là-dessus.
Faisons un petit point, hein, parce que quand même, c'était dense de manière globale, à la fois en termes de recommandations et en termes d'études. Peut-être revenir juste sur les recommandations qu'on avait fait à l'époque sur Twitter, qui ne sont pas du tout en fait les mêmes que sur LinkedIn. Nous, on avait dit en gros, si vous voulez vous positionner, que vous soyez d'ailleurs directeur ou directrice de la communication ou une entreprise, il faut faire un audit d'audience passive justement pour comprendre en fait comment cette audience est structurée, savoir à qui on parle. Ensuite, de comprendre à qui on veut parler et donc voir les écosystèmes et les comprendre, les appréhender, comprendre les logiques de communauté, comprendre les personnalités clés, euh, construire sa stratégie là-dessus et puis faire des évaluations pour voir des avant-après sur des euh, KPI, donc Key Indicator of Success, indicateurs de succès, qui sont un peu plus tangibles, un peu plus pro quand même que le nombre de likes, le nombre d'engagements ou des choses qui sont voilà, qui n'apportent finalement que très très peu de matière et où finalement le nombre de followers monte toujours, le nombre d'engagements reste toujours au même levier, c'est toujours les mêmes technos qui like ou qui partagent les publications. Euh, sur LinkedIn, on va retrouver la même logique hein, parce que globalement, on ne réinvente pas la roue. Hein, ça pourrait être pareil exactement sur les études en offline ou sur les stratégies. On ne va pas réinventer le plan de communication qui a été écrit en long et en large dessus. Mais globalement, c'est de définir quel profil on veut être sur LinkedIn. Est-ce qu'on veut être un ambassadeur externe, interne? Est-ce qu'on veut rester tranquillement à l'échelle personnelle dans son réseautage et autre chose? Bref, il faut définir son profil. Généralement, les profils qui fonctionnent sont plutôt des ambassadeurs externes, donc je promeux mon organisation vers l'extérieur, ou des ambassadeurs internes. Influenceurs en communication, ça ne fonctionne que très très peu. Maintenant, il faut vraiment dire aussi que c'est une logique aussi qui commence à évoluer, où LinkedIn était une plateforme de réseautage, étant à devenir une plateforme médiatique et de mise en relation par le contenu. Et que donc la réalité d'aujourd'hui n'est pas forcément la réalité de demain sur ce champ-là. Deuxième axe, c'est de définir sa ligne éditoriale. On a listé ce que globalement les autres faisaient. Moi, je trouve toujours ça pourri. J'avais écrit un article à l'époque qu'il fallait abandonner la to-do list pour avoir une to-do-not list. En gros, dire qu'est-ce qu'on ne peut pas faire sur les réseaux et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire d'une manière générale et ne pas copier le voisin parce qu'en fait, et là, particulièrement sur LinkedIn, on se trouve souvent, y compris pour les entreprises, à avoir des stratégies qui sont conçues sur base de benchmark et où tout le monde se copie le nombril et tout le monde fait du caca. Et donc, avoir une logique qui transfigure un peu la chose, ça me semble quand même essentiel, mais bon, vous avez les grandes thématiques qui sont abordées. Et enfin, définir ses cibles et savoir aussi les cibles qui ne sont pas présentes sur LinkedIn. C'est-à-dire que si vous voulez toucher des marketeurs, des communicants, des managers, des directeurs, vos employés, des réseaux sectoriels, mais vraiment très très peu, on l'a vu, ou votre parcours, très bien. Mais si vous voulez toucher d'autres personnes en dehors de ces champs-là, c'est pas vraiment l'endroit. Je prends un exemple là-dessus. Si vous voulez communiquer en tant que directeur ou directrice de la communication sur LinkedIn et vous voulez recruter des nouveaux talents ou autre chose, c'est pas l'endroit, pas le format. Et là, il est mieux de privilégier la page de l'entreprise sur LinkedIn ou d'avoir d'autres stratégies, mais donc bien être au clair sur les cibles qui sont présentes et ceux qui ne sont pas présents. Bien savoir que la majorité des cibles sont des personnes internes à l'organisation, des collègues de travail ou des personnes qu'on a croisées dans son parcours professionnel, principalement, c'est le plus vaste réseau de départ, le réseau d'école. Donc, les personnes qui en fait ont fait les mêmes études que vous en même temps ou autre chose. Pour résumer, LinkedIn dans son ensemble, c'est un outil de recrutement. On a vu que globalement, c'était utilisé pour les postes d'emploi. Bon, Jean-Michel Portouverte à l'œuvre ici dans le discours. C'est un outil de visibilité interne, vraiment, en dehors de certains champs sectoriels. On a parlé de finance, on a parlé de pharma, on a parlé de vraiment ce qui était industrie. Ça, ce sont des secteurs qui ont trouvé des cibles, qui ont trouvé du contenu et pour lesquels il y a moyen d'avoir des thématiques. Toutes les autres, c'est un peu plus compliqué d'avoir des vraies communautés en fait, de contenu ou des vraies communautés sectorielles. Le contenu personnel attire particulièrement et donc il faut le développer. Et puis globalement, quand même, la plupart des directeurs et directrices de la communication s'effacent pour montrer leur entreprise à l'échelon individuel. Sur les choses qu'il faut développer, bien réfléchir sur le contenu, moins avoir une truc de poubelle. Pourquoi? Parce que globalement,
à force en fait de voguer, d'avoir plusieurs thématiques ou plusieurs axes de communication qui voguent dans tous les sens, le seul point commun de toutes ces thématiques sont soit de vos employés, soit les personnes qui vous suivent. Quand vous parlez de vous, de votre entreprise, de l'innovation qu'a fait votre boîte, de l'événement qu'a fait votre boîte, à la fin, le seul dénominateur commun, c'est votre boîte. Et l'algorithme de LinkedIn, il fonctionne en regardant ceux qui, dans votre audience à l'époque, ont liké votre type de contenu, il les repropose par la suite et il y en a certains qui oublient d'aller revoir parce que ça ne les intéressait pas ou d'autres choses. Et donc forcément, si l'algorithme voit les dénominateurs communs ou ceux qui aiment bien les contenus que vous publiez quotidiennement et que ces contenus, le seul dénominateur commun de tout ça, ce sont des employés, des collègues ou autre chose, ben vous allez retrouver uniquement avec ça comme audience. Les événements sont des vrais vecteurs de relations sectorielles et des vrais vecteurs d'engagement. Et puis, toutes les publications qui mettent en avant l'humain, c'est LinkedIn, hein, on sait un peu les tartes à la crème qu'il y a dessus. J'ai croisé un SDF dans la rue, je lui ai donné 100 € et aujourd'hui, c'est Bill Gates, ou ce genre de choses. Bah, globalement, ça fonctionne assez bien. Et encore une fois, avec la facette personnelle là-dessus. Voilà pour ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc, de prendre les questions-réponses. S'il n'y en a pas, ce n'est pas grave, on en a en magasin. Merci Nicolas. Oui, donc les questions-réponses sont ouvertes. Moi, j'ai déjà une première question, Nicolas, mais ça, c'est pour expliquer à tous les gens présents. On a fait Twitter l'année dernière, on fait LinkedIn cette année. L'année prochaine, on fait quel réseau? Bah, je pense qu'on s'arrêtera en fait avec les directeurs de la communication. Pourquoi? Parce que le but n'était pas en fait, d'avoir un baromètre ou de faire le top 10 ou les top 15 des directeurs de la communication, autre chose. Le but était de comprendre en fait une logique, un réseau, qu'est-ce qui était possible et qu'est-ce qui n'était pas possible à cette échelle-là. Et globalement, quand on observe les choses, on ne va pas faire des études sur Facebook, c'est la sphère personnelle, et on ne va pas le faire sur Instagram, c'est aussi personnel, mais aussi c'est un réseau dans lequel ils sont assez peu présents. Et donc, globalement, je pense qu'on a un peu fait le tour sur les études de la communication, mais on a plein d'autres études en stock sur d'autres sujets. Autre question, on a vu que les enseignements de l'étude sont valables pour plusieurs années, pour seulement quelques mois. Qu'est-ce que tu penses de la temporalité des enseignements de l'étude? Je pense que globalement, on est quand même toujours sur le systémique. Là, encore une fois, comme on n'est pas dans le barométrique du top, du machin, du top like et d'autres choses, on est sur le systémique. Et donc, globalement, le contenu sera globalement pareil, au moins pour 2 à 3 ans. Par contre, ce qui va être très intéressant, c'est d'observer un peu la mue de LinkedIn. Je suis sûr que si vous êtes sur LinkedIn de plus en plus, vous voyez en fait un peu ce réseau évoluer, avoir de plus en plus de thématiques, avoir de plus en plus un outil de rentrée informationnelle sur vos champs, sur votre secteur, sur votre entreprise et d'autres choses. Et donc, il y a de plus en plus de gens qui s'y inscrivent, qui publient du contenu et des logiques thématiques qui émergent. Et donc, le constat sur l'influenceur en communication, ça ne fonctionne pas pour le moment. Il n'est pas dit qu'en fait, ça ne soit pas là. Par ailleurs, le concept de réseau un peu plus synchrone, c'est-à-dire il faut rajouter quelqu'un dans son réseau qu'il accepte pour qu'on se suive, est petit à petit en train de partir de LinkedIn puisqu'on peut suivre des personnes sans forcément faire partie de leur réseau. Et donc, si on cumule la vision de Microsoft sur LinkedIn d'une plateforme de contenu, au-delà de simplement du réseautage, le fait que potentiellement ça évolue petit à petit, en fait, fort à parier que ça évolue et que donc il puisse avoir des intérêts à se repencher dessus ou de nouveaux insights ou de nouveaux types de contenus dans 2 à 3 ans en termes d'évolution. Ce qu'on observe d'intéressant, parce qu'on fait des audits aussi LinkedIn pour des entreprises ou autre chose, c'est que on est parti d'un réseau pour les entreprises dans lequel on avait nos employés ou les potentiellement recrutés. Les gens se suivaient parce qu'ils voulaient potentiellement rejoindre l'entreprise. Les employés étaient alités à leur boîte, étaient abonnés de facto à leur entreprise et on ne leur a pas demandé leur avis. Et donc, dans un premier temps, les organisations publiaient des champs très RH, style les offres d'emploi ou d'autres choses. Et petit à petit, on commençait à publier comme un réseau interne. Ça, c'est très intéressant. On est en train d'observer une évolution, particulièrement dans les secteurs où ça fonctionne. Je pense aux bancaires, aux pharma, aux champs très B2B, très complexes dessus, où les organisations font évoluer leur page LinkedIn pour publier du contenu
sectoriel et se positionner en fait comme un champion sectoriel qui comprend son secteur, etc., notamment pour des enjeux de recrutement chez la concurrence et d'autres choses. Ça réussit et ça fonctionne. Et donc, on part un peu du nombril vers une politique de contenu qui est un peu plus externalisée et qui est intéressante. Euh, et je pense que petit à petit, on peut évoluer vers au-delà et d'avoir des champs plus de l'ordre du média. Et cette mutation, cette mue, elle est pareille à l'échelon individuel en tant que directeur ou directrice de la communication. On avait un réseau, fut un temps, euh, c'était la belle époque, on pouvait en fait cartographier son réseau. Et moi, je m'étais bien sûr amusé à ça. Et comme pas mal avaient publié leur propre réseau, j'avais fait une recherche Twitter pour aller voir tous ceux qui avaient publié leur réseau LinkedIn et j'avais globalisé pour voir un peu les enseignements. On avait des réseaux principalement d'entreprises parce qu'ils avaient rejoint des entreprises et d'écoles parce qu'ils avaient appartenu à la même époque. Et donc, une logique purement de réseau. Petit à petit, les collègues se sont rajoutés et donc il y a eu ça. Et je pense aussi que globalement, petit à petit, on va quand même y avoir des gens qui vont essayer de devenir influenceurs sectoriels euh, pour des logiques simplement de mise en valeur d'eux-mêmes, pour être plus attractifs sur le marché de l'emploi, sur des logiques aussi de se faire jaser aussi en interne. C'est déjà à l'heure actuelle, hein, certains, on comprend très bien leur vision là derrière, et que donc globalement, tout va évoluer. Donc c'est un peu cette mutation qui pourrait faire changer les enseignements, sinon je pense qu'on restera plus ou moins globalement dans les mêmes eaux et les mêmes résultats. Merci. On a vu qu'il y avait quand même certains secteurs qui fonctionnaient bien par rapport à d'autres. Comment tu l'expliques ça? Je l'explique. Alors, moi, ça faisait longtemps que je regardais LinkedIn. À l'époque, j'avais été sur Alcatel-Lucent, qui était déjà dans un monde très, très B2B là-dessus. Il y a des champs quand même qui sont très, très spécifiques et qui ont rapidement vu euh, le bienfait d'avoir des réseaux de communication autour de certaines thématiques. En gros, des personnes qui sont sur des problématiques très complexes, B2B ou autres, avaient plus intérêt à publier et à se réseauter d'abord par des groupes sur LinkedIn autour de certains champs. Et donc, je pense qu'il y a vraiment ça à l'œuvre. Il y a aussi que le bancaire a rassemblé pas mal de gens autour là-dessus et que tous les cadres d'entreprise se sont inscrits pour au moins mettre leur CV. Et petit à petit, se sont dit, tiens, qu'est-ce que j'en fais? Et petit à petit, on commençait à communiquer. Et donc, je pense que c'est un peu ce format-là, du style, comme globalement, il y a des communautés, on publie, ça fonctionne. Et donc, ces secteurs-là se sont bien structurés et sont très complexes. Donc, c'est tous du B2B, très du technique. Il y a une exception, laquelle? Le luxe, les bagnoles de sport, Porsche notamment. Porsche, ses meilleures performances sont sur LinkedIn. C'est assez logique aussi. Ces cibles sont plutôt CSP+, donc sont plutôt sur LinkedIn et donc ça fonctionne pas mal. Petit à petit, l'industrie du luxe autour des marques de montres et autres s'est également positionnée et ça fait un peu partie du courant euh, on va évoluer quand même de réseau et de trucs très B2B à des logiques davantage de médias, de contenu et d'intersection sur des cibles où il y aura des échanges publicitaires. Je pense que le principal problème de LinkedIn là-dessus, c'est que globalement, les données sont pourries. La plupart, pas mal d'entre vous, si vous êtes présents aussi, c'est parce que vous savez qu'en fait, c'est la première fois qu'il y a des données sur LinkedIn et des phénomènes tangibles. Donc, ils organisent très peu leurs données. Et aussi, ils ont des publicités qui sont très, très chères pour très peu de résultats à l'heure actuelle. Et donc, ils ont ces grands défis. S'ils arrivent à passer ces deux caps-là, je pense qu'on peut avoir une belle plateforme dans laquelle on a un espèce de village global public assez CSP+, assez sectoriel, et qui ferait en sorte qu'on ait un peu plus que ces secteurs qu'on a pu voir dans l'étude. Merci. Je vais faire le maître du temps en même temps. Il est 19h01. Nous avions dit 1 heure de présentation. Donc, nous avons tenu le timing. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier. Bien entendu, l'étude va être accessible via le site de Saper VDR. Elle nous sera adressée, ainsi que le replay. Et vous pourrez bien sûr, n'hésitez pas à échanger avec nous si vous voulez avoir plus de précisions. Toute l'étude complète sera accessible. Merci à tous, merci de votre temps et on reste à votre disposition. Bonne soirée.